Voilà. Donc, comment relancer l'investissement locatif? Quel outil pour remplacer le Pinel? Voilà. Que faisait-on avant sans le Pinel? Sur le constat, je crois que la plupart des acteurs, vous êtes d'accord aujourd'hui pour dire qu'on ne résoudra pas la crise du logement locatif sans les propriétaires bailleurs privés. Le monde du logement social ne peut pas répondre seul à la demande. Emmanuel Cos nous l'a rappelé encore ce matin en plénière. Rien qu'au premier trimestre de cette année, 75 000 demandeurs supplémentaires de logement social ont été enregistrés, soit autant qu'en 2024. La disparition des dispositifs d'investissement locatif n'arrange rien. La fin du dispositif fiscal Pinel s'est traduite par un effondrement des ventes de logements neufs aux investisseurs particuliers, moins 41% au premier trimestre 2025, nous a rappelé M. Boulanger ce matin. Voilà. Le Pinel disparu, il y a 2 mesures qui ont été mises en place dans la loi de finances du 14 février 2025, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les donations familiales en vue de l'acquisition d'un logement neuf et l'extension du PTZ, comme promis, sur tout le territoire. Mais ça risque sans doute de ne pas suffire pour réhydrater un marché locatif asséché. Bref, nous avons besoin, à côté du logement social, d'un parc privé abordable. Il est indispensable de redonner envie d'investir dans un logement et de le mettre en location longue durée. Mais comment fait-on? Voilà. Ben là, nos intervenants vont essayer de répondre à cette question. Il y a une idée qui est dans l'air et qui a une actualité un petit peu brûlante, c'est ce statut du bailleur privé, qui était un peu une arlésienne pendant des années. Mais la ministre du Logement a pris le taureau par les cornes, Valérie Létard, et a chargé 2 parlementaires, et on en a un autour de la table, Michael Cosson, de mener une mission pour mettre en place ce cadre juridique qu'on espère tous, juridique et fiscal, simple, stable et pérenne. Outre la fiscalité, les propriétaires bailleurs attendent des garanties suffisantes pour investir. Ça pose la question clé de comment on recrée de la confiance. Je pense qu'on a un timing assez limité. Vous êtes nombreux. Ce que je propose, c'est peut-être de commencer ma table. Voilà, est-ce que je vous présente les intervenants? Je vais commencer peut-être par interroger Michael Cosson. Vous êtes député et vous êtes chargé de mission, député des Côtes-d'Armor, chargé de mission par la ministre du Logement, avec le sénateur Marc-Philippe Daubresse, de cette mission sur le statut du bailleur privé. Je crois que nous attendons vous allez rendre peut-être vos conclusions d'ici les vacances, c'est ça un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous êtes encore en train d'auditer? Alors, largement avant les vacances, parce que je ne crois pas qu'on va être en vacances tout de suite. Non, l'idée, c'est de pouvoir rendre ça dans les prochains jours, entre la fin juin et début juillet, pour que justement on puisse avoir un plan de route et surtout que la ministre du Logement ait une feuille de route à défendre au moment du PLF 2026. Donc, qu'elle va démarrer en négociation dès début juillet. Très bien. Je ne sais pas si vous pouvez déjà nous lever un coin du voile sur sur des principes peut-être généraux sur ce statut du bailleur privé. Vous avez auditionné beaucoup d'acteurs, de fédérations, de propriétaires. Quel retour ils vous ont fait? Quelle est la musique que vous entendez un petit peu? Le constat, il est partagé. S'il y a bien une unanimité qu'on retrouve, c'est le constat partagé d'une situation cataclysmique, comme dit souvent mon collègue de Brest. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des acteurs du terrain, à savoir que nous avons une situation qui n'a jamais été connue. On parle même de juste après-guerre, donc on peut dire que la situation est plutôt assez dramatique, qu'on reconnaît aussi bien dans le public que dans le privé, et qui touche tous les territoires. Et donc aujourd'hui, il y a besoin d'un sursaut. Et le sursaut, en fait, ce qu'on a voulu, mon collègue Daubresse et moi-même, c'est de faire en sorte de rencontrer l'ensemble des acteurs du terrain qui rencontrent ces difficultés et qui partagent tous le même constat. Ce qu'on veut, c'est que ce qui va être proposé dans notre rapport fasse l'unanimité sur le terrain pour que justement on soit force de proposition et force de persuasion auprès de justement de la tour située le long de la Seine qui parfois est assez éloignée de ce que rencontrent les gens sur le terrain. Très bien. Vous pouvez déjà nous lever un petit coin du voile ou c'est encore un petit peu trop tôt ou sur des principes généraux qui guident un petit peu vos préconisations? Ce qui en ressort, c'est ce que vous avez dit en préambule, ce que veulent les gens du terrain. C'est quelque chose qui apporte de la lisibilité, de la stabilité, de l'efficacité, mais aussi, quelque part, une certaine forme de rentabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'au fur et à mesure, les gens ont trouvé plus confiance à investir dans le CAC 40 ou dans une vieille voiture ou dans les œuvres d'art que d'investir dans la pierre qui permet de loger soit ses parents, soit ses enfants
ou soit tout simplement soi-même lorsqu'il s'agit de pouvoir arriver sur un territoire pour justement démarrer sa vie professionnelle. Donc la volonté, c'est d'avoir un statut, en tout cas des outils qui vont permettre d'avoir ces 3 points, efficacité et rentabilité, lisibilité, et surtout en fait une certaine stabilité. Parce que ce qu'on peut reprocher... Stabilité, ça veut dire pérennité dans le temps ? Exactement. Et ça, c'est quelque chose que nous appuyons, aussi bien dans le neuf, parce qu'on va travailler sur les flux dans le neuf, mais aussi dans le parc ancien, avec en ciblant justement ceux pour lesquels on a des faiblesses. On va parler du logement social, et on va parler aussi des logements énergivores. Donc avoir des spécificités pour les classes F, G, pour justement faire en sorte qu'il y ait un appel d'air sur ces niveaux-là. C'est notre volonté, c'est celle qu'on va défendre dans notre rapport, en plus aussi de tenir compte des spécificités des territoires. Parce qu'on n'a pas besoin des mêmes types de logements, qu'on soit à Dunkerque, ou qu'on soit en Bretagne, ou bien tout simplement dans une ville universitaire. Donc c'est aussi ça qu'on veut apporter, parce qu'on a toujours parlé du logement. Excusez-moi, je travaille au ministère du Logement pendant 25 ans, donc je sais tous les ministres qui se sont succédés depuis 25 ans. Je pourrais vous les énumérer leurs noms et les différentes mesures qui ont pu exister. Mais le constat aujourd'hui en 2025, c'est que lorsque tu es étudiant, tu as des problèmes pour te loger. Lorsque tu deviens actif, tu as des problèmes pour te loger. Et lorsqu'on te retire ton activité, tu as aussi des problèmes pour te loger. Soit parce que tu as atteint l'âge de la retraite, soit parce que... tous les âges de la vie. Oui. Donc ça signifie qu'on a réussi à chaque étape de sa vie d'avoir un problème avec le logement. Donc ce qu'il nous faut aujourd'hui retrouver, c'est des spécificités liées aux territoires. Parce que lorsque vous êtes maire, ce qui a été mon cas, parfois vous avez besoin d'avoir des logements pour loger des actifs parce qu'il y a une entreprise qui s'installe, ou pour loger des étudiants parce qu'il n'y a pas assez de logements, parce qu'il y a de l'enseignement supérieur qui se développe, ou tout simplement parce que la pyramide des âges que l'on connaît tous, parce qu'on l'a tous appris à l'école, sauf dans les hautes sphères, qui apparemment n'avaient pas anticipé qu'après le baby-boom, on connaîtrait le papy-boom, eh bien en fait, il faut avoir ce type de logement qui permette à avoir nos seniors de pouvoir se rapprocher des commodités et de ne plus être dépendants parce que éloigner des services ou avoir une maison qui ne revient plus à ses besoins. Voilà, on a une table ronde en début d'après-midi sur le vieillissement de la population. Anaïg Lemer, vous êtes députée du Finistère, vous êtes aussi président du Conseil national de l'habitat et vous êtes aussi la co-autrice de cette loi sur la dite anti-Airbnb pour essayer de rééquilibrer un petit peu les excès de la location touristique. Vous aviez fait des propositions de réforme de la fiscalité locative. Est-ce que vous pouvez nous partager vos convictions sur voilà, comment on fait pour relancer l'investissement locatif privé? Oui, effectivement, j'ai fait un rapport qui m'avait été demandé par Elisabeth Borne pour une réforme en fait pour du logement abordable et durable. C'était la feuille de route était là, la mission était là. Donc effectivement, c'est une analyse notamment de la fiscalité, donc qui était nécessaire pour moi pour pouvoir faire une mise à plat. Ce que j'en ressors, c'est qu'il faut favoriser le logement à l'année. Trouver un moyen, parce qu'il y a vraiment une demande sur nos territoires pour, on l'a dit, pour avoir un dynamisme territorial, pour avoir du logement, pour avoir de l'emploi. Beaucoup de gens refusaient de l'emploi faute de logement sur leur territoire. Mais derrière, en fait, il faut aussi inciter des investisseurs à le faire. Donc c'est la problématique était là. Est-ce que la fiscalité est la seule incitation ? C'est la seule qu'on a dans nos mains pour l'instant. On a des moyens pour rassurer les gens, mais l'un des moyens, effectivement, est la fiscalité. Donc l'objectif, en fait, du rapport, c'était déjà redéfinir un petit peu ce que c'était que le logement. Actuellement, on raisonne en nu et en meublé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de raisonner plutôt en courte et longue durée. Certains vous diraient soumis à bail ou soumis à facture. Donc déjà, ça changeait le raisonnement par rapport à ce qui était initialement. Ça permettait notamment d'isoler des meublés qui étaient loués à l'année, qui étaient utiles en fait pour les territoires et les repositionner comme semblables à des logements nus en termes de fiscalité. Après, l'objectif était que d'un côté, on avait une volonté politique à avoir des logements à l'année, seulement il n'y avait pas d'incitation fiscale. Donc il était bien moins avantageux, notamment quand on parle du régime micro. Pour donner un exemple assez rapide, vous gagnez 10 000 euros de loyer par an. En régime micro, vous aviez un abattement de 30%, donc vous déclariez 7 000 euros. Par contre, quand vous étiez en micro-BIC, c'est-à-dire en logement de courte durée, pour les 10 000 mêmes euros gagnés, vous déclariez que 3 000 euros.
Donc en fait, vous payez bien moins d'impôts en courte durée qu'en longue durée. C'est pour ça que les gens en soi, des fois, choisissaient ce mode d'hébergement. Et qui était plutôt au détriment justement de logements surtout de petite taille qui sont indispensables sur nos territoires, et du coup on a été en manque sur nos territoires. Donc l'objectif du rapport était de dire on va faire des scénarios, il y a eu plusieurs scénarios de proposés pour inciter à basculer vers du logement de longue durée et à prix abordable. Donc il y avait soit effectivement sur le régime micro, moi ce que j'ai proposé c'était un alignement, se dire peu importe l'usage du bien, on met tout le monde au même niveau. Et après il y avait des bénéfices, notamment parce que la perception du loyer n'est pas le même, le bail n'est pas le même, donc il y avait des agilités sur les baux, etc. Et après il y avait une notion aussi sur le régime réel qu'on avait exploré, parce qu'il y avait quand même dans le régime réel beaucoup plus d'intérêt à passer en régime réel en location de courte durée. 70% des gens ne payaient pas d'impôts sur leurs revenus fonciers dans ce domaine-là. Alors que quand vous louiez à l'année avec tous les risques que l'on entend, c'est-à-dire les risques d'impayés, de dégradation de biens, impossibilité de récupérer son bien de façon agile, c'est-à-dire au moment où on le souhaite, et ben du coup, là, vous aviez effectivement pas de possibilité justement d'amortir le bien. Donc il y avait une inégalité qui a amené justement une réflexion aussi sur le statut de bailleur privé. Donc avec, pour nous, la nécessité notamment de dire combien ça coûterait, parce que tout le nœud, il est basé à Bercy, combien ça coûterait, donc il fallait faire la preuve du coût de la bascule et de donner en fait les mêmes possibilités en termes d'amortissement, notamment dans le régime de bailleur privé, en sachant que les volumes n'étaient pas les mêmes et qu'on espérait aussi, du fait de l'application de la loi que j'ai portée avec Iñaki Etchaniz, peut-être un basculement de destination du bien, et donc du coup on pouvait que supposer des volumes, mais on ne pouvait pas réellement anticiper comment les gens allaient réagir à notre proposition de loi. Donc voilà, la difficulté était là, mais la volonté première était vraiment non pas de taper entre guillemets sur ceux qui avaient investi à vocation de courte durée, mais d'inciter de l'autre côté, mais il fallait qu'on puisse à équilibre constant, étant donné que le budget, on a quand même de l'argent à trouver, et l'objectif n'était pas d'augmenter les dépenses de l'État. Et donc se dire on a une seule enveloppe, et comment on rééquilibre. Très bien. Vous pensez qu'il y a encore une fenêtre de tir? Je me souviens qu'à la rentrée parlementaire au mois de septembre l'année dernière, on parlait beaucoup de propositions de loi transpartisanes. C'est un sujet, le logement, qui pouvait être fédérateur. Mais on peut trouver encore des consensus. Vous pensez que là, pour la loi de finances 2026, je m'adresse à nos deux parlementaires, il y a peut-être un trou de souris où on pourrait passer et faire avancer un petit peu cette cause? Alors, moi, je le dis clairement, on avait eu un avis de sagesse, en fait, du ministre sur l'alignement à 40% des abattements en régime micro. Donc, c'était passé à l'Assemblée nationale. Cependant, le 49.3 est passé derrière. Donc, du coup, on continuera à batailler, parce qu'il y a un moment, il faut continuer à être présent et à solliciter le sujet, parce qu'on est convaincu que cet alignement, en fait, sera déjà une première étape. Ça ne sera pas l'alpha et l'oméga, parce qu'il faut aussi travailler effectivement sur le régime réel. Mais déjà que travailler sur le régime micro avec un alignement, je pense que c'est tout à fait faisable, parce qu'il était déjà passé à l'Assemblée et au Sénat. Donc on devrait y arriver. Monsieur Cosson? Alors, sans dévoiler une partie, cet alignement, c'est aussi quelque chose qui est dans notre rapport. Parce qu'on ne peut plus continuer à avoir ce distinguo à l'heure où on sait que le logement est devenu un gros problème en France. Donc ça, c'est une certitude. Sur la question du consensus, alors, en tout cas, on va le trouver avec les acteurs du terrain, et je pense que, je l'espère, que la raison l'emportera sur la passion chez les parlementaires. Au Sénat, je ne me fais pas trop d'illusions. À l'Assemblée, demain est toujours quelque chose de nouveau. Mais j'ai bien l'intention, en fait, de travailler avec les parlementaires qui sont justement impliqués dans le logement depuis suffisamment de nombreuses années pour que justement ce soit la raison qui l'emporte sur la passion. Souhaitons-le. Je vais m'adresser maintenant à Sylvain Grattalou, comme président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Il y en a 35 millions en France quand même. Votre organisation a fait des propositions il y a quelques semaines, c'est ça, au mois d'avril je crois, sur ce statut du bailleur privé. Et vous les avez présentées à la ministre au mois de mai lors d'un point d'étape. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots vos propositions à vous, et puis si elles ont déjà eu un peu un écho, voilà, je ne sais pas, lors de ce point d'étape. Merci.
En fait, c'est vrai que le statut du bailleur privé, ça fait des années et des années et des années que tout le monde en parle. Certains ont même dit que c'était une arlésienne et qu'on l'évoquait très régulièrement, mais rien ne sortait. Et à l'UNPI, je me suis dit, moi, créer un groupe de travail pour proposer quelque chose, une base, quelque chose qui permette d'avancer. Et ça tombait bien parce qu'à ce moment-là, Madame la ministre avait envie de créer quelque chose. Donc, dès le mois de janvier, je me suis engagé auprès de la ministre pour créer un groupe de travail sur ce qui nous semblait être, ce qui pourrait être le statut du bailleur privé. Avec un cahier des charges que j'avais fixé, c'est que ça ne coûte pas plus cher à l'État, première chose, parce qu'effectivement, on ne peut pas créer un mécanisme alors même qu'on gratte au fond des tiroirs et il n'y a pas grand-chose au fond des tiroirs aussi, que ce soit juste et que ça puisse s'inscrire dans l'intérêt général. Et à partir de là, on a fait non pas un constat, mais on a mis en évidence quelque chose qu'on a tendance à ignorer. C'est que les propriétaires, c'est 35 millions de propriétaires, c'est 5 millions de propriétaires bailleurs représentant 7 millions de logements. En fait, on les analyse de manière individuelle, mais quand on les réunit, c'est une force économique phénoménale. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont propriétaires bailleurs, par exemple, lorsqu'ils font l'acquisition d'un bien, c'est tout le secteur du notariat qui en bénéficie à travers les émoluments qui sont versés. Lorsqu'il y a un bail qui est signé, l'état des lieux d'entrée, ce sont les commissaires de justice qui en bénéficient. Puis quand il y a un contentieux, ils interviennent, ainsi que les avocats. Et puis aussi, tous les artisans, que ces 35 millions de propriétaires ou ces 5 millions de propriétaires bailleurs font intervenir quotidiennement. L'électricien, le plombier, le plaquiste, le peintre, etc. Alors tout seul, on ne représente rien. Mais quand on considère que c'est 7 millions, eh bien, c'est une richesse qui est énorme. Et c'est celle-là qu'il faut valoriser. Et pourtant, c'est sur ces propriétaires qu'on tape. Et c'est ça où c'est hallucinant. On sait très bien qu'on a besoin de ressources pour vivre. Notre société a besoin de ressources. On sait très bien que les plus démunis ne pourront pas en procurer. Il faut tout faire pour qu'ils puissent l'être un peu moins. On sait que ceux dont les ressources sont assez exceptionnelles auront tendance peut-être à s'évader ou délocaliser. Donc en fait, ce sont ces 35 millions de propriétaires qui constituent ces Français moyens dont je suis persuadé la plupart d'entre vous êtes, sur lesquels on a un regard qui est sévère, un regard qui est injuste, de nantis, de privilégiés, de rentiers. Mais je crois qu'un Premier ministre, il n'y a pas si longtemps, qu'il avait évoqué. Mais ce n'est pas ça le quotidien propriétaire. Et vous le savez très bien. C'est celui qui a une taxe foncière qui explose. C'est celui qui va s'occuper de son locataire quand il a la chance d'être propriétaire bailleur. Eh bien, qui va tout simplement répondre aux attentes d'un locataire. Il loge les Français, il se loge lui-même. Donc en fait, il ne sollicite absolument pas la collectivité pour du logement. Donc c'est une force sur laquelle il faut compter. Et on ne peut pas les négliger et s'en remettre en permanence à la collectivité. Je dis bien la collectivité, c'est l'État, mais l'État c'est tellement abstrait qu'on ne peut pas s'en remettre à nous tous. Il faut à un moment donné qu'il y ait aussi un marché privé, un parc privé auquel on fait confiance. Mais pour faire confiance à ces bailleurs, encore faut-il que ces bailleurs, ces propriétaires, fassent confiance au pouvoir public. Et là, ce n'est pas gagné, parce que la question que vous posez est la suivante, c'est de dire comment relancer l'investissement locatif. Et j'ai envie de vous taquiner en vous disant que votre question est très mal posée. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que nos propriétaires ne désinvestissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des propriétaires qui ont un petit logement, avec une rénovation qui sont à faire, et qui s'aperçoivent déjà que le complément de revenus qui est tout simplement le loyer diminue considérablement, parce que dans les grandes villes, il y a des encadrements de loyer, augmentation de la taxe foncière, des charges qui augmentent et une rénovation qui a coûté une fortune. Eh bien, la veuve qui comptait sur ce loyer, puis la veuve, je suis toujours dans ce sens-là, hein, mais dans le sens ça fonctionne aussi, qui comptait sur ce loyer, sur ses revenus locatifs, s'aperçoit que ça ne fonctionne plus et que s'il faut rénover, elle n'y arrivera pas, sauf à se dépouiller d'une épargne qui a été constituée au cours de toutes ces années. Et si elle en propose à ses enfants vont lui dire « Mais non, maman, vends, fais-toi plaisir ». Elle dit « Mais oui, mais donc qu'est-ce que je fais ? Mon locataire va s'en aller, je ne vais pas le relouer, parce que si jamais je tombe en plus sur un locataire qui ne paye pas, ça va être encore terrible, mais je vais le vendre. Je vais le vendre. Mais un logement classé G non rénové, c'est 25 à 30% de moins selon certaines zones. Donc c'est une catastrophe.
de ce point de vue-là, et je trouve que le statut du bailleur privé doit aller très loin. Dans le neuf, parce qu'il faut effectivement construire, parce qu'il y a besoin de construction neuve, et puis il y a des filières aussi qui ont besoin de travailler, mais je ne pense pas qu'on fasse du neuf pour faire travailler les filières, c'est parce qu'on a des besoins, mais il ne faut pas oublier tout le parc existant. Tous ces immeubles qui sont déjà là, c'est un stock qui est important, qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on construit en périphérie des maisons individuelles ou des logements neufs, ce sont les centres-villes qui vont se vider, et un centre-ville qui se vide, ce sont des commerces qui s'exilent, et c'est une paupérisation à la fois du lieu et des gens qui y habitent. Donc je crois que c'est un équilibre, mais ça vous l'avez bien compris, on l'a rencontré. Merci Sylvain Grattalou, je suis voilà. obligé de vous couper. Oui, j'ai un enthousiasme, mais voilà. cette propriété, il faut y croire. Très bien, parce que je voulais donner la parole à Norbert Fanchon, justement, qui lui est plutôt dans le neuf, puisque vous êtes PDG du groupe de promotion immobilière Gambetta. Vous êtes revenu un petit peu dans le vert l'année dernière, après une tempête assez énorme. Et ce qui m'a paru intéressant, c'était d'avoir un petit peu votre musique qui est pas forcément discordante, mais qui est une autre musique peut-être que celle qu'on entend depuis quelques minutes. Vous plaidez-vous plutôt pour l'instauration d'une flat tax, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce serait une flat tax sur les revenus locatifs? Ce serait un dispositif simple, peut-être qui ne coûterait pas trop cher aux finances publiques aussi. Voilà. Quelle idée vous défendez plus précisément? D'abord, revenir sur pourquoi il faut du logement privé locatif. En 2019, premier trimestre, on faisait 40 000 logements en un trimestre. 2025, on en fait 20 000. Votre part d'investisseurs locatifs, elle est de 15 000 en 2019, elle est de 3 000 en 2025. Moins de logements locatifs privés, c'est moins de logements tout court. Moins de logements locatifs privés, c'est moins de logements sociaux, c'est moins d'accession à la propriété. Moi, mon cœur d'activité, c'est l'accession à la propriété et le logement social, ce n'est pas l'investisseur. Mais je sais que l'investisseur fluidifie, sécurise les opérations. 2019, je faisais un lancement commercial et j'allais au bout. 2025, j'abandonne un quart de mes projets. Donc c'est des projets en moins et de l'investissement en moins. Voilà pourquoi il faut de l'investissement locatif. Ce n'est pas pour faire plaisir à des investisseurs, c'est parce que ça fait du logement, mais tout le logement. Pourquoi je suis pour la flat tax? Je reprends le propos de Sylvain. Si je suis propriétaire d'un logement et que c'est une entreprise, donc j'achète un logement, je le loue, j'ai un revenu. Est-ce que vous pouvez me citer une activité en moins de 10 ans? Alors je ne vais pas partir à partir de 2017, mais c'est quand même le sujet. En moins de 10 ans, on dit à ce chef d'entreprise, vos revenus ils sont plafonnés. Vous n'avez plus le droit de les augmenter. Ça s'appelle les loyers plafonds. Et puis, vous allez payer les impôts des autres. C'est la suppression de la taxe d'habitation. Sylvain le disait, la taxe foncière explose, mais elle n'explose pas naturellement, elle explose parce qu'on a privé les communes de 18 milliards de revenus par la taxe d'habitation. Et puis, troisièmement, on dit aux propriétaires, vous avez un bien, vous ne pouvez pas l'amortir. C'est quand même dommage, mais au bout de 20 ans, votre bien, il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien parce qu'on a inventé les DPE, et les DPE qui étaient à la base une norme, une inflexion, une indication pour les propriétaires, les députés, dixit l'ancien Premier ministre, ont transformé les DPE en interdiction d'augmenter les loyers et interdiction de location. Donc, si vous me trouvez un chef d'entreprise qui investit dans un logement avec toutes ces contraintes et qui, en échange, ne demande pas un avantage fiscal, ben moi, j'aimerais bien le trouver. Ce n'est pas moi. Donc, la flat tax, ça répond à ce que vous dites, monsieur le député, c'est simple. On a vu que et Pascal Boulanger et d'autres fédérations professionnelles ont bataillé pour obtenir l'exonération de donation quand on achète un logement, ce qui est une très bonne mesure. On a obtenu le logement intermédiaire à travers des SCI, mais ça ne fonctionne pas. C'est compliqué. Ça correspond à une clientèle très particulière. On est passé d'un marché de masse à un marché de niche avec ces dispositifs. La flat tax, c'est simple. Vous avez un revenu, vous êtes taxé de 30%. Deuxième chose, on parle d'équité. Je ne comprends toujours pas pourquoi on est plus taxé quand on achète un logement et qu'on sert la nation, qu'on sert la collectivité, pourquoi on est plus taxé que quand on investit dans le capital. Pourquoi dans le capital je suis à 30% et pourquoi quand j'achète un logement je suis à 50, 60% et en plus j'ai la taxe foncière. Donc l'équité voudrait que le logement soit aussi mal ou bien taxé que le capital. Et puis si le capital on passe à 35, 40 parce qu'on a des problèmes de déficit fiscaux, enfin de déficit, pardon, pas fiscaux, mais au niveau de la nation, eh ben, le logement suivra le capital. Ça me paraît simple. Donc simple, efficace, équitable. Je pense que la flat tax, je sais que je suis dans les fédérations professionnelles, je ne suis pas suivi. Je sais que Bercy est totalement opposé. Mais si on veut relancer le logement,
vois pas mieux. Une réaction Oui, Monsieur Cosson. J'entends tout à fait ce qui peut être dit et c'est tout à fait séduisant. Moi, ma volonté de ce rapport, et je pense que aussi la volonté de tous ceux qu'on a pu auditionner, c'est de faire en sorte que ce rapport ne vienne pas alimenter les armoires qui sont nombreuses. Et c'est vrai que... On vous le souhaite, oui. À travers ce sujet-là, effectivement, il y a toujours la question de pouvoir faire en sorte que Bercy nous suive. Et je suis... Bien entendu, quand on écoute, c'est tout à fait séduisant. Maintenant, c'est de savoir comment on peut le mettre en œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, la discussion que nous menons, les auditions que nous menons, elles sont aujourd'hui faites avec celles et ceux qui sont conscients de la réalité que nous vivons. Et comment on fait pour que justement le rapport qu'on va mettre à la disposition de la ministre, elle puisse le concrétiser par des mesures simples, efficaces, mais réalisables. C'est ce que vous voulez dire aussi en creux, c'est que la marge de manœuvre budgétaire, osons le mot, elle est très réduite, mais il y a une marge quand même. En fait, le problème, c'est le logiciel de Bercy qu'il nous faudrait faire évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'a pu énumérer justement sur ce que peut apporter le bâtiment autour d'un écosystème qui est bien plus large que simplement la TVA ou autre, c'est des emplois qui sont à la clé, mais c'est aussi des territoires qui deviennent dynamiques, des écoles qui ne ferment pas. Enfin, c'est une multitude de choses qu'il faudrait mettre bout à bout pour se rendre compte qu'un logement qui est produit, c'est autre chose qu'un coût. Ça rapporte énormément à un territoire, sans parler de la conjoncture qu'on connaît, avec aujourd'hui des listes d'attente qui ne cessent de s'agrandir aussi bien dans le parc public que dans le parc privé, et de faire en sorte qu'aujourd'hui tout le monde rencontre un problème de logement, peu importe s'il se trouve en France et peu importe l'âge qu'il a. Et ça, c'est une réalité que Bercy auquel il doit être confronté, et c'est un peu quelque part le fruit de son travail à lui. Et donc à nous de pouvoir faire en sorte que ce fruit pourri tombe, pour que justement cette fois-ci on puisse mener des actions concrètes qui vont répondre au quotidien de nos entreprises et surtout de nos Françaises et Français de 0 à 99 ans. Est-ce que ça a été une très grosse erreur, c'est cette musique qu'on a entendue dès ce matin, dès notre conférence plénière, pour Bercy, d'envisager le logement simplement comme un coût, alors qu'en fait, de fait, la Cour des comptes elle-même semble dire que ça rapporte 2 fois plus que ça ne coûte le logement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la réflexion de Bercy qui nous coûte énormément. Monsieur Fanchon, Anna Higlemer. Oui, je voulais intervenir sur la flat tax. On est plusieurs à l'Assemblée à y travailler, notamment on avait fait des propositions au dernier projet de loi de finances, donc on redéposera certainement la proposition, parce qu'on a M. Mattei notamment qui est très attaché à cette flat tax, donc, du groupe Modem. Donc voilà, je pense que c'est bien de relancer, peut-être retravailler effectivement le sujet, on vous contactera du coup sur ce propos, pour pouvoir justement estimer la faisabilité, parce qu'il faut convaincre derrière, c'est toute la problématique, c'est de convaincre derrière, mais effectivement ça serait beaucoup plus lisible en fait pour le particulier notamment, et pour pouvoir avoir de la visibilité justement sur son investissement et combien ça va lui derrière lui coûter avec, on le sait très bien, de la fiscalité qui n'a pas arrêté que d'être mouvante ces derniers temps. Je veux dire, il y a un moment où on s'est retrouvé avec des variations parce qu'on n'a pas de stabilité politique non plus à l'Assemblée nationale. Il faut aussi voir le contexte dans lequel on vit, où on n'a pas de stabilité, on n'a aucune assurance que demain, on ne rebouleverse pas, on ne renverse pas à nouveau la table. Politiquement, actuellement, on n'a pas de garantie là-dessus. Donc une flat tax permettrait peut-être d'avoir une visibilité un peu plus long terme. Monsieur Cosson, je comprends totalement les contraintes budgétaires, mais j'ai souvenir d'un président en 2008 qui, en pleine crise financière, a dit on va relancer l'économie du pays par l'immobilier. Et il crée le CELI à ce moment-là. Et si on a 1% de croissance en France, si on a des besoins de logement avérés, on peut peut-être imaginer que l'industrie française, le logement, c'est franco-français, c'est fait par des entreprises françaises, pour des Français, par des Français. Enfin, plutôt que... Voilà, non, mais la volonté politique impulsée par Nicolas Sarkozy en 2008 nous a apporté le secteur, peut-être trop fort. Et deuxièmement, si vous me permettrez une autre réflexion, si on ne peut pas toucher au budget, si on ne peut pas faire de mesures fiscales, ce que je comprends en tant que citoyen et payant mes impôts, enlevons les contraintes. Arrêtons le plafonnement des loyers, arrêtons la RE 2020, 2025, 2028, arrêtons les DPE. Enfin,
je reprends l'expression d'Édouard Philippe qui dit « Les DPE, c'est une mesure de bon sentiment des députés. J'étais contre, ma majorité me l'a imposé. » Ce n'est pas mes propos, c'est Édouard Philippe. Donc, arrêtons les bons sentiments, je redis, c'est entre guillemets, et faisons, si on veut faire du logement, faisons efficace, enlevons les contraintes. Soit on remet de l'argent par la défiscalisation, soit on enlève les contraintes. Très bien. Monsieur Grattalou, vous voulez un Oui, dernier mot en deux mots, un dernier mot. Je crois que c'est sous Édouard Philippe que la taxe d'habitation a disparu aussi, hein, me semble-t-il. Non, mais en fait, ce sont deux mécanismes différents, que ce soit l'amortissement et la flat tax. Dans l'amortissement, on agit simplement sur l'assiette. Et la flat tax, ce sont les modalités d'imposition de l'assiette. Je crois que ce qui est important, ce que nous, nos propriétaires, ressentent, c'est qu'ils, je vais utiliser une expression qu'on lit partout, le sentiment d'être des vaches à lait de l'État. C'est cette perception-là. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, sont très sensibles à l'intérêt général. Mais c'est qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas récompensés et au contraire, ils se sentent presque sanctionnés. Et c'est là où je crois que le mécanisme doit donner envie. Doit donner envie à conserver cette fierté d'être propriétaire, mais donner aussi envie aux enfants. Parce que les enfants n'ont pas du tout envie de faire comme les parents qui s'envoient en permanence et qui surtout disent « Oh là là, mais je vais tout vendre parce que c'est insupportable ». Sauf que l'avenir du logement, ce ne sont pas les propriétaires qui sont déjà installés. Ce sont tous ceux qui peut-être sont là ou qui devraient l'être. Ce sont ceux qui ont 20 ans, 22, 25 ans, 30 ans, c'est-à-dire ceux qui constituent l'avenir de notre société. Et là, on réfléchit à partir de bâtiments anciens qui sont détenus par des personnes âgées. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir une vision globale du logement et surtout donner envie. Et ça passe par une fiscalité et un mécanisme qui puisse, parce que j'ai un comportement citoyen, je serai donc récompensé. Oui, et je crois que ça, de la c'est reconnaissance le aussi point de sociale départ de la tout. mission économique accomplie. Et une par, reconnaissance voilà. sociale de la mission économique du bailleur. Ce que je vous propose, Monsieur Grattalou, on va prendre une ou deux questions peut-être dans la salle s'il y en a qui se sont fait jour. Mais alors très très rapidement. Hein. Voilà. Monsieur, c'est ça? Oui, bonjour à tous, bonjour à la table ronde. La question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer, pour l'avenir, pour le logement. Mais il ne faut surtout pas faire ce qui a été fait depuis 7 ans. Voilà, ça c'est important ce que je dis. Vous êtes moins de 20 députés à vous intéresser au logement. Ça représente 3% un maximum. Il y a des choses qui ont marché dans le passé. C'est la fameuse loi Périssol, vous voyez, on était dans la mouise au niveau du logement. Eh bien, M. André Périssol, il a sorti une loi. On écrit, on en parle tout le temps. L'amortissement, vous voyez, c'est important, 80% du bien. Sur 20 ans, à l'époque c'était 24, mais on parle de 20 ans en ce moment. Ça, ce serait une très très bonne chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, lorsque vous passez une annonce pour un studio étudiant à Paris à 1 100 €, vous avez 1 500 demandes dans un mois. C'est une honte. Pour moi, c'est une honte de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez un autre studio une semaine après, ça a moins de 3 mois. Au bout de 10 jours, vous avez 800 contacts. Il manque 240 000 logements étudiants. Je parle, Norbert Franchon, lui, il pourra vous dire ce qui manque pour les adultes. J'ai des adultes qui ont des revenus moyens, c'est-à-dire en Ile-de-France, où les salaires sont plus élevés, moins de 7 000 €, et en province, moins de 6 000 ou de 5 000. Il y a un déficit de logements qui est catastrophique. Les résidences étudiants, il y en a. Sur 240 000, il n'y a rien de fait, rien du tout. OK? Voilà, mais c'est honteux. Moi, je pense qu'il faut attraper le taureau par les cornes. Sinon, les élections, vous allez en prendre une grosse casquette. Je parle aux députés, là, OK? Et là, ce sera dangereux. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On attend des réactions et des actions. Oui. Voilà. Merci. Je peux répondre? Monsieur Cosson, oui, vous êtes pris à partie, c'est le minimum que vous puissiez répondre. Oui, merci. Oui. Alors, vous attachez pas à mon mandat, parce que je ne suis pas non plus, donc ne vous attachez pas trop à mon mandat. Moi, ne vous attachez pas trop à mon mandat, j'y suis pas non plus attaché. Moi, je suis attaché à la mission que je mène. Et quand je me suis engagé, vous savez, j'ai d'abord travaillé dans le ministère du Logement pour essayer de faire du logement. Tout ce que j'ai pu constater, non pas depuis 7 ans, mais depuis 25 ans, c'est qu'à chaque fois, on avait fixé des objectifs qu'on n'avait jamais atteints. Donc, je ne suis pas sûr qu'un gouvernement se soit mieux sorti que l'autre ces 25 dernières années au regard de moi, ce à quoi je peux assister. Par contre, c'est vrai que ce que j'ai pu assister, et monsieur l'a dit, la réglementation.
Quand je suis rentré, c'était les RT 2000. Après, on a fait les RT 2012, les RT 2020, 2025, et on en retrouvera une 2030. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, aujourd'hui, construire un logement est devenu beaucoup plus compliqué qu'on ne peut le faire ailleurs. Et ça, c'est une réalité qui fait qu'avec les loyers qui ont été encadrés, finalement, aujourd'hui, plus personne n'a envie d'investir, ce qui fait qu'on n'a plus de rentabilité. Sur la question de ce que vous parliez, je pense que ça veut dire qu'on est à peu près dans le droit chemin. Le périsol, je ne veux pas l'appeler périsol, mais ça veut dire qu'on a essayé d'être attaché au terrain et je pense qu'on ne sera pas loin de ce que les gens attendent. Maintenant, en fait, sur la question de ce qu'a fait depuis 7 ans, je crois qu'aujourd'hui, en fait, la conjoncture, elle est le phénomène de plein de choses auxquelles il ne faut pas non plus le nier. L'inflation des matériaux, personne n'a voulu que deux territoires se tapent sur la gueule. C'est le résultat de ce que ça a pu entraîner. On a aussi un phénomène qui a eu lieu, c'est bien entendu la RT 2020. À cela, vous ajoutez le coût du foncier, qui n'a cessé de s'amplifier. C'est vrai que le Lausanne peut faire tendre à faire en sorte que les terres vont devenir rares. Mais rappelez-vous que pas plus tard qu'il y a moins de 50 ans, on construisait différemment que ces 50 dernières années. Sinon, on n'aurait pas les centralités telles qu'elles sont bâties aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rien n'est impossible. Peut-être qu'on a perdu un peu de bon sens parce qu'on avait du pétrole dans les mains. Maintenant, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire marcher un peu plus la matière grise, faire en sorte que derrière, on puisse avoir effectivement des logements qui reviennent peut-être à moindre coût qu'on ne l'a aujourd'hui. Par effectivement à un moment arrêter l'inflation de cela qui sera plus vert que vert parce que nous ne représentons que 0,5% des gaz à effet de serre dans le monde. Et j'étais d'ailleurs tout dernièrement avec quelqu'un qui revenait d'Indonésie. Quand je sais que leur objectif c'est de se limiter à x6 pour les 10 prochaines années et qui consomment et qui produisent 4 fois plus de gaz à effet de serre, je ne suis pas sûr que notre division par 2 aura un impact. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en éloigner, mais il faut aussi faire preuve de pragmatisme et de se dire qu'il y a un moment, en fait, il va nous falloir construire avec quelque chose qui permette aux gens de pouvoir non seulement les financer, c'est-à-dire de pouvoir devenir propriétaire, de pouvoir être locataire et de faire en sorte qu'on soit de plus en plus adapté à son territoire. Qu'on ne construise pas des logements qui ne correspondent pas aux besoins, qu'on ne construise pas des lotissements qui font en sorte qu'on dévitalise nos centres-villes, que nos maires deviennent non plus des lotisseurs mais des bâtisseurs et qui fassent appel justement à des compétents plutôt qu'à des géomètres. J'ai rien contre les géomètres, mais c'est ce qui a bâti notre périphérie pendant 50 ans. Voilà, on arrive au terme de cette table ronde. Je vais vous demander, Anna Higlemer, vous aviez un dernier mot à dire en tant que président du Conseil. Je voulais rassurer monsieur, voilà. Je vais juste dire, parce que je voulais dire la même chose, bref. mais il a très bien dit, donc je ne dirai pas mieux. Il y a une mission, actuellement je suis en mission avec Iñaki Etchani sur l'encadrement des loyers, ça c'est pour vous. Et pour vous, il y a une mission qui est lancée en septembre que je vais mener justement sur les résidences gérées. Donc voilà, donc on prend les sujets en main, on les travaille. Ne dites pas qu'on ne le fait pas, on est nombreux, on a réussi à mobiliser tout un groupe et c'est transpartisan. Donc c'est quand même une réussite ce qu'on a pu faire sur le logement. Les députés arrivent à travailler ensemble et je peux vous dire que ce n'était pas garanti au départ et on arrive à le faire parce qu'on est là pour l'intérêt général et pas pour son mandat. Eh bien, merci, on va terminer. Voilà, et persévérance et continuons le combat. Merci à tous les quatre, on vous remercie beaucoup.